sur la BFM, le cas Trituraf, là, la société en liquidation. On va savoir, quand c'est comme ça, quelle est la procédure à suivre? Et puis, nous qui sommes, nous, si je suis actionnaire à Trituraf, est-ce que je serai remboursé ou pas? J'aimerais savoir parce que c'est un peu Et ma préoccupation qu'elle a, quoi. donc là, pour le moment, l'action est, c'est pas, on va dire, côté. Enfin, c'est listé sur la BRV, mais on ne peut pas en échanger les actions pour le moment. Right? Et donc, est-ce que vous serez remboursé ou pas? La réponse est ça dépend. Donc, l'entreprise, bon, une chose à préciser déjà, c'est que vous n'êtes pas, vous êtes actionnaire de l'entreprise, on est d'accord? Donc, vous n'êtes pas créancier. Donc, si vous êtes actionnaire, vous êtes responsable autant que les managers de l'entreprise. Donc, ce qui se passe dans ce genre de Mhm. situation-là, c'est après liquidation, il reste quelque chose. Cette chose-là sera répartie entre les Mhm. actionnaires. Donc, vous avez bien compris, c'est s'il reste quelque chose. Donc, contrairement, donc, Je je vois, disais tout d'accord. à l'heure que vous n'êtes pas créancier. Dans le cas des banques, par exemple, si ce que vous liez avec l'entreprise est une dette et donc que vous avez fait un prêt à l'entreprise, ce qui se passe, c'est que vous êtes parmi les premiers à être remboursés. Donc, les banques seront les premiers à être remboursés, les créanciers, d'accord? Et après, s'il reste quelque chose, on répartit ça entre les actionnaires. Donc, vous, vous êtes dans la pire situation possible si vous détenez une action de ça, vous êtes parmi les derniers C'est à pour être savoir. remboursés Ok, si vous êtes merci. actionnaire. Mhm. Mhm. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ok, c'est bien. Vous Pour en prie. l'éclaircissement. Ouais. Oui, monsieur Virgile, Oui, bonjour Monsieur VAVM, vous allez bien? très bien, Bonjour à vous. tous. Je veux rapidement revenir sur la question, je crois, de Monsieur Cadio. Est-ce que peut-être que vous pourriez situer d'abord le contexte? Parce qu'on a eu juste un bout de la question, mais ça pourrait nous intéresser. Donc, il s'agit de quelle entreprise? Qu'est-ce qui se passe concrètement pour arriver au conseil que vous avez donné là? Merci. Alors, il parlait de l'entreprise Trituraf, donc qui est cotée à la BRVM. Et donc, depuis un certain moment, on va dire l'action a été gelée. C'est pas possible d'acheter, c'est pas possible de vendre parce que l'entreprise est en liquidation. Donc, ils ont file for bankruptcy. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une entité tierce qui a été désignée pour liquider les assets, les actifs de l'entreprise. Et donc, sa question, c'est est-ce qu'il sera remboursé? Est-ce qu'il aura quelque chose à la fin de cette liquidation-là? D'accord, je comprends mieux. La réponse me paraît tout de suite beaucoup plus claire. Ouais. Merci, merci. Je reviens. Oui, vous pouvez lire dans le chat, s'il vous plaît. Ouais, il y a quelques jours, j'ai regardé un documentaire Made in Africa qui mettait en avant une femme et un portefeuille d'environ 1,5 million. Ok. Elle avait commencé à investir en bourse avec un capital de 500 000 francs CFA, si je ne me trompe pas. Ok. En un an et demi, elle avait fructifié son portefeuille pour atteindre plus de 1,5 million et envisageait de construire sa maison en utilisant ses biens issus de la bourse. Je crois même que j'ai suivi la vidéo aussi. Ma question est la suivante. Est-ce qu'une stratégie concrète qui permettrait de générer un tel rendement pour des projets à moyen ou long terme? Quel montant d'investissement initial est requis et quelle stratégie serait la plus appropriée? Alors, croissance. Alors, donc, allons-y par ordre. La première question, c'est existe-t-il une stratégie concrète qui permettrait de générer un tel rendement? OK. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est même si vous posez la question à cette dame-là, au début, quand elle commençait, elle n'aurait pas pu vous dire avec certitude qu'elle ferait x3, c'est littéralement ce qu'elle a fait, qu'elle aurait fait x3 en un an et demi, c'est ça, en un an et demi. Donc, c'est en bourse, tu n'as jamais su de quelle performance tu feras. Donc, tu sais que, a priori, tu vas appliquer telle stratégie et tu espères avoir tel rendement, mais tu n'as jamais su de quel rendement tu auras. Donc, ici, je ne peux pas vous dire en appliquant telle stratégie que vous aurez exactement tel rendement. Ce n'est tout simplement pas possible. D'accord? Si je vous le disais, je ne serais pas du tout honnête. Donc, voilà pour la première question. La deuxième question, c'est quel montant d'investissement initial est requis et quelle stratégie serait la plus appropriée? Alors, quel montant est requis? Ici, c'est une question de performance. Donc, c'est une question de quel pourcentage on fait sur son capital. Donc, ça ne dépend pas en réalité
avec combien on a commencé. Pas du tout. D'accord? Donc, et la deuxième partie de la question, c'est quelle stratégie serait la plus appropriée? Donc, pour faire du x3 en 1,5 ans, c'est quand même une performance terrible. D'accord? C'est clair que ce n'est pas en chassant de la rente qu'on fait ça. D'accord? Donc, je vois que deux possibilités. Soit on fait du trading, et c'est quand même risqué parce qu'il y a de fortes chances qu'on perde son capital aussi. Soit on fait de la croissance. D'accord? Et sur 1,5 ans, la BRV, il y a quand même très peu d'entreprises qui ont fait x3. D'accord? Donc, même dans ce cas-là, il faut quand même croiser les doigts, quoi. Donc, rien n'est garanti en bourse. Vous ne pouvez pas dire avec certitude que vous allez faire telle performance sur telle période. C'est tout bonnement pas possible. Quand je parle généralement avec des amis qui aiment bien le papier, il y a ce qu'on appelle le principe d'Eisenberg. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous pouvez connaître la vitesse d'un corps, soit vous pouvez connaître sa position, mais pas les deux. Vous ne pouvez pas connaître et la vitesse et la position d'une particule. En physique, on appelle ça le principe d'Eisenberg. Et c'est tout à fait vrai en bourse. Vous pouvez peut-être savoir que vous allez appliquer telle stratégie, d'accord, et que vous avez tel capital, mais vous n'avez aucune conviction sur quelle performance vous ferez. Ça ne dépend tout simplement pas de vous. D'accord? Donc, voilà. J'ai plus ou moins répondu à vos questions, M. Vigile. Oui, dans l'ensemble, oui. Oui, donc je retiens que voilà, c'est pour faire ce genre de croissance-là, pour faire ce genre de rendement-là, c'est beaucoup plus une stratégie de croissance, bien que ça ne soit pas garanti et que très peu arrivent à faire cette performance. Et puis pour le montant initial, bon, ça, c'est pas tant sur le montant, mais c'est sur le profit qu'on fait là-dessus. Je pense que dans les lignes, en fait, c'est ce qui est dommage parfois parce que je comprends vos réponses. Après, parfois, je sais qu'en tant qu'amateur, en tant que novice, on aimerait avoir des réponses beaucoup plus, j'ai envie de dire, magiques. Mais je comprends bien, je comprends très bien. Merci. Je reviendrai pour une autre question. Le temps de laisser les autres aussi. Merci. Oui, Monsieur Guy, allez-y. Bonsoir, coach. Bonsoir. Merci, c'est ma première participation au métier. Super. Et je me présente, d'accord, je suis investisseur sur la BFM. En même temps, je suis aussi acteur côté professionnel. Donc, moi, ma question, c'est que actuellement, je gère un portefeuille personnel et je suis exposé plus sur les valeurs financières. Et donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il est temps pour moi de faire une rotation, c'est-à-dire constater ma plus-value et me positionner sur les obligations vu que les valeurs financières ont fortement progressé, ou est-ce que je dois encore attendre et bénéficier encore de la progression de ces valeurs-là? Ok, alors juste pour avoir une précision, par valeur financière, qu'est-ce que vous entendez? D'accord, je suis actuellement plus exposé sur les banques, notamment BA Côte d'Ivoire, la Générale aussi, et je dirais NCA. Ok. D'accord. Alors, donc, moi, généralement, dans ce genre de contexte-là, ce que j'aime demander aux gens, c'est quel est votre profil d'investisseur et quels sont vos objectifs à vous? D'accord, donc pour répondre à votre question, merci coach, moi j'ai un profil plus investisseur, c'est-à-dire quand je me positionne sur une action, c'est plus sur la rente. Donc, je bénéficie des dividendes dans un premier temps. Voilà. Et là, je constate que quand je suis rentré sur BA Côte d'Ivoire, j'étais à 2000, vous voyez. Et là, la valeur est en train de toucher 10 000. Est-ce que je dois alléger ou je dois continuer de croire en ce que la valeur va progresser? Ok, donc si vous avez une stratégie de rente, la question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est est-ce que vous avez l'impression que que BOA Côte d'Ivoire, si c'est bien retenu, va payer de moins en moins de dividendes dans les années à venir? Non. Pour répondre à votre question, non, parce que bon, déjà, le niveau de dividende ne cesse de progresser année, exercice après exercice. Donc, moi, je suis très confortable avec cette situation, quoi. Ben, vous savez, en tant qu'investisseur et bon, dans mes propres lectures, et je vois que l'action ne peut pas progresser indéfiniment. Donc, c'est ce qui fait un peu mon inquiétude. Et bon, je ne sais pas si je dois sortir maintenant pour me positionner
sur des obligations ou si je dois, voilà quoi, rester toujours. Sinon, pour répondre à votre question, effectivement, je pense que la société va toujours distribuer des dividendes. Ok, donc pour les dividendes, au moins, c'est résolu. Maintenant, en ce qui concerne les plus-values, si la question c'est de savoir quelle est la valeur intrinsèque de Biwa Côte d'Ivoire, Oui. est-ce que cette valeur intrinsèque est déjà atteinte ou pas, d'après vos estimations? Oui, d'après mon estimation, bon, moi, je me base un peu plus sur les notes des analystes, voilà, et déjà, ils estiment que, bon, le potentiel de croissance est assez, bon, pas que, ils estiment que la valeur intrinsèque est déjà atteinte. Ok, ok, donc si la valeur intrinsèque est déjà atteinte dans ce cas-là, et donc si ce n'est pas que les dividendes qui vous intéressent, dans ce cas-là, vraiment, c'est peut-être le moment de quitter BOACI, d'accord, et de chercher potentiellement une autre action qui a de meilleures perspectives, d'accord? D'accord, Maintenant, d'accord, coach. les obligations, moi, j'ai D'accord. un avis plutôt biaisé. Moi, je suis plutôt du genre, je tolère assez bien le risque et la volatilité. Donc, si vous sentez avoir le même profil, je ne vous dirais pas d'aller vers les obligations. 6 ou 8% par an, c'est D'accord. pas. On peut faire mieux, on peut faire mieux. Je fais mieux. Oui, D'accord, c'est compris, coach. Merci beaucoup. je vous en Merci prie. bien. Et donc, oui, il y avait M. Coach, je peux Kabisa. rebondir s'il te plaît? Oui, bien sûr. Pardon, toujours sur le même sujet. Hein. Je crois que c'est l'ami Guy Daniel. Bonjour Guy Daniel. Si tu me permets, pour bien comprendre un peu ce que tu viens d'exposer, parce que je trouve que c'est quelque chose de très intéressant, j'aimerais te poser une ou deux questions. Je veux savoir un peu depuis combien de temps tu es sur la BRVM et puis pourquoi tu avais choisi les banques au départ. Bon, je suis sur la BFM depuis, je crois, 2017. Et au départ, j'avais choisi les banques parce que je regardais un peu la cotation. Vous savez, BA Côte d'Ivoire était autour de 250 000 avant de fractionner. Et la valeur avait commencé à baisser. Elle avait baissé à un tel point que, bon, elle cotait autour de 3 000, 2 800. Donc, moi, j'ai profité de cette période. Je me suis positionné. Et là, je constate que vraiment mon investissement sur la valeur a beaucoup porté. Et bon, dans mes lectures, déjà, je constate que, on me dit que, bon, je lis un peu l'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Donc, ils avaient parlé d'un passage où on devait faire la rotation à partir d'un moment de progression de la partie action de son portefeuille. Donc là, moi, actuellement, j'ai pas d'obligation dans mon portefeuille, j'ai que des actions. Donc, ma préoccupation, c'était de savoir si je devais alléger un peu la partie action pour reprendre des obligations et patienter tout doucement avant de me repositionner sur l'action, quoi. Donc, Ok. Vas-y, je t'ai pas coupé, vas-y. est-ce que j'ai répondu à votre question, Virgile? Oui, bien sûr, bien sûr. Je pensais que vous n'aviez pas terminé, c'est pour ça que je me suis tué. Mais effectivement, ça répond bien à ma question. D'ailleurs, j'en avais une autre que vous avez déjà dévancée. Je voulais dire, pourquoi penser à une obligation? Pourquoi ne pas juste changer de titre? Mais je pense que vous avez répondu parce que vous n'avez pas d'obligation dans votre portefeuille. Peut-être que c'est une valeur un peu plus sûre, je ne sais pas. Voilà. Mais je comprends bien. C'est vraiment des réponses enrichissantes. Merci Guy Daniel. Merci. Je vous en prie, merci bien aussi. Ok. Alors, je vois qu'il y avait M. Kabisa qui levait la main. Monsieur Kabisa, vous êtes là? Ok, Monsieur Guy, allez-y. Je crois que c'est sa main qui est restée à lever depuis lors. Ah, d'accord. Oui, Monsieur Nestor. Ok. Oui. Ok, je pense qu'aujourd'hui, c'est ma deuxième participation ici à ce webinaire. Je suis vraiment un débutant et je n'ai pas encore vraiment commencé l'activité.
Mais il y a un thème qui revient à tout moment, la valeur intrinsèque de l'action, la valeur intrinsèque de l'action. Si elle suivi bien vos explications, c'est-à-dire qu'avant d'acheter une action, il faut connaître sa valeur intrinsèque pour savoir si au moment où on est en train d'acheter l'action-là, est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que c'est possible de faire pour une vidéo ou un tuto pour nous montrer comment est-ce qu'on calcule réellement la valeur intrinsèque d'une action pour savoir si, lorsqu'on est en train de baisser ou bien lorsqu'on est en train d'augmenter, c'est le moment qu'il faille acheter l'action ou pas? Donc, oui, c'est possible. D'ailleurs, j'ai déjà fait ce genre de vidéo-là et c'est dans la formation que j'offre en réalité. Donc, je crois même qu'il y a des vidéos comme ça sur le sujet que j'ai mis sur la chaîne qui sont quand même ouvertes au public. Mais sinon, la plupart des vidéos sur ce sujet-là, je les ai mises dans la formation et c'est en mode non répertorié. Ce n'est pas accessible au grand public. Ok. Maintenant, une autre préoccupation, je vois que dans les explications, lorsque tu ouvres ton compte titre, tout ce qui est transaction, que ce soit envoyer de l'argent, donner des ordres, la SGI qui garde ton portefeuille, tout ça, je vois qu'il y a des facturations qui sont faites. Est-ce que quelqu'un, bon, pour ceux qui s'y connaissent déjà ou qui ont déjà des comptes titres, est-ce que c'est possible de nous donner un peu, de façon très précise, lorsqu'on est en train d'émettre une note d'achat ou bien une note de vente, quelles sont les différentes facturations, les différents montants, pour qu'on ait de façon très à quoi on doit s'attendre en fait. Alors, là aussi, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Laissez-moi retrouver la vidéo. Je vais essayer de partager mon écran, on va voir les différents faits en question. Ok. Et donc, la première commission, c'est la commission de la place boursière, c'est de 0,2% du montant de votre transaction. La deuxième commission, c'est la commission du dépositaire, ce qu'on appelle le DCBA. C'est le conservateur en réalité, c'est 0,1%. Ensuite, il y a la commission du courtier, donc la commission de la SCI, qui est de 1%. Alors, il y a le micro de quelqu'un qui... Oui, monsieur Kabissa. Vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Et donc, après la commission de la LCI, il y a ce qu'on appelle la TAFA, taxe sur activité financière et assurance. Et donc, c'est de 0,1%. Et après, il y a l'IRVM, donc qui est un impôt donc, sur votre plus-value, qui est au Bénin, d'accord, au Bénin, c'est de 5%. En Côte d'Ivoire, je crois que c'est beaucoup plus cher, ça tourne autour des 12%, je crois. Et donc, ça varie suivant le pays. Donc, voilà plus ou moins les frais que vous avez à payer par transaction. Donc, après ça, il y a les frais de tenue de compte, c'est les frais de garde. Ça dépend vraiment de la SGI, mais c'est quand même des frais assez dérisoires, d'accord? Moi, Africa Boost c'est plutôt cher. Je payais, je crois, 1650 par trimestre. D'accord? Ça vous dit à quel point c'est dérisoire. Et ça, c'est sur une LCI qui est réputée être cher. Donc, dans votre SGI, c'est sûrement beaucoup moins cher que ça. Donc, voilà. J'ai répondu à votre question, monsieur Nestor. Oui, ça va, c'est bon. Ça va. Ok. Monsieur Berger, Oui. s'il te plaît, tous les montants, tous les pourcentages que vous avez donnés là, c'est au moment où on achète une action ou c'est au moment où on vend une action et qu'on fait une plus-value? Parce que j'ai vu 0,1, 0,1, 0,3, 1%, 12% en Côte d'Ivoire, peut-être. Peut-être que ce serait intéressant de nous dire, quand j'ai mon compte titre, même si je ne fais pas d'opération, j'ai peut-être les frais de tenue de compte qui sont de tel montant. Maintenant, si j'achète, peut-être qu'il y a telle autre chose, et si je vends, il y a telle autre chose. Pour qu'on puisse savoir un peu à quel moment tel ou tel frais intervient, en fait. Parce que dit comme ça, j'ai eu l'impression que toutes ces taxes-là, peut-être que c'est le cas aussi, hein, mais toutes ces taxes-là sont appliquées au moment où j'achète une action. Ok. Et donc, ce qui est montré ici, c'est seulement lors des transactions, donc achat ou vente. Maintenant, ça en particulier se fait lors d'une vente. D'accord? Donc, c'est pourquoi vous voyez plus-value là, et il y a un impôt sur la plus-value, donc ce qu'on appelle l'IRVM. Donc,
J'espère que vous voyez ma souris, non? Oui, je vois très bien. Je vois 0,2, 0,1, je vois bien. D'accord. Non, je parle de ma souris pour que je puisse indiquer sur quelle ligne je suis. Oui, on voit la souris. La souris était au niveau de 0,2 là. Ok, super. Et donc, Voilà. cette ligne, la commission place, ça, vous aurez à payer ça, que ce soit achat ou vente. Donc, la deuxième ligne, commission dépositaire, pareil. Que ce soit achat ou vente, vous aurez à payer ça. Commission courtier, c'est pareil. Achat ou vente, vous aurez à payer ça. Ça aussi, tâche sur activité financière. Donc, c'est une activité financière. Achat ou vente, vous aurez à payer ça. Mais là, à partir de la ligne plus-value, là, ça dépend. Donc, ça, c'est uniquement relatif à la vente. Et donc, là encore, à la vente, ça dépend. Si vous avez fait une plus-value, oui, c'est imposé à 5% au Bénin. Mais si vous n'avez pas fait de plus-value, donc soit c'est zéro, soit c'est négatif, alors là, ce n'est pas imposé. D'accord? Et donc, l'IRVM est de zéro, est nul. Excellent, c'est beaucoup plus clair pour moi. Ok, C'est beaucoup plus clair pour moi. Merci beaucoup. je vous en prie. Alors, oui, je vois qu'il y a M. Patrick qui levait la main et M. Nestor, mais avant d'aller sur vous, il y avait M. Kabessa qui levait la main depuis un bon moment. Permettez-moi de le prendre d'abord. M. Kabessa, vous êtes toujours là? M. Kabissa? Non, il n'est plus là. OK. Donc, nous allons aller sur M. Patrice avant de revenir sur M. Nestor. M. Patrice, allez-y. Votre micro est coupé, donc on ne vous entend pas. M. Patrice, je crois qu'il a du mal. OK, M. Nestor, allez-y. Ok, toujours dans la peau d'un débutant, d'un novice, à supposer que j'ai contacté une SG où j'ai ouvert mon compte titre. Maintenant, je voudrais savoir comment est-ce que mon compte titre sera approvisionné, puisqu'il faut qu'il dépose de l'argent pour pouvoir payer les actions. Il faut qu'aussi, s'il y a vendu des actions, et que j'ai de l'argent là-bas, il faut que aussi il retire. Comment est-ce que ces transactions-là se passent? Est-ce que ce compte titre est lié à un compte ordinaire? Ça se passe comment? OK. Alors, je peux Désolé, peut-être... j'ai un problème avec le micro. Après, OK, d'accord. On revient désolé. sur vous dans quelques instants. Oui, d'accord. Alors, donc, pour approvisionner le compte, M. Nestor, vous faites un dépôt sur un numéro de compte que la SDI va vous fournir. D'accord? Et ensuite, vous envoyez la preuve de ce dépôt-là à votre gestionnaire de compte. Et donc, eux, de votre côté, ils vont créditer votre portefeuille. Et donc, dans quelques minutes ou heures, vous allez voir le crédit sur votre compte titre. Et donc, vous pourrez commencer à faire des opérations avec ce nouveau crédit-là. Donc, c'est comme ça que le dépôt se fait. Alors, pour le retrait, donc deux possibilités. Soit vous demandez qu'on vous fasse un virement bancaire. Donc, ils vont, je dis n'importe quoi, vous demander qu'on vous tire 500 000 francs CFA du compte titre vers votre compte bancaire. Donc, généralement, quand j'étais à Africa, ça prenait autour de 3 jours les virements bancaires. Non, sorry, ça prenait autour de 5 jours les virements bancaires, d'accord? Ça, c'est la première possibilité. La seconde possibilité, c'est le chèque. Vous demandez qu'on vous fasse un chèque, donc du montant que vous voulez retirer. Et donc, dans ce cas-là, vous devrez passer en agence retirer le chèque physiquement. Et donc, ça c'est beaucoup plus rapide. À Africa Boost, ça prenait 3 jours, d'accord? Ouvrable, d'accord? Donc, voilà comment vous retirez de l'argent du compte titre. D'accord. Maintenant, le premier cas, où on me donne un numéro de compte sur lequel je dépose l'argent pour que mon compte titre soit approvisionné. Il y a des frais de transaction qui sont liés à ça. Non, Et si c'est le cas, ok. Je n'ai pas compris la réponse. Il n'y a pas de frais? non, je suppose que vous êtes en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Oui, OK. c'est cela. Donc, si vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est juste un virement. Même si c'est
d'une banque à une autre, il n'y a pas de frais qui vous sont prélevés. D'accord? Vous déposez 500 000, vous Ok, allez retrouver les 500 000 sur votre compte titre. Ok, merci. Ok. Le temps que d'autres posent d'autres questions, j'ai d'autres préoccupations, quoi, mais il revient après. Ok. Je vois qu'il y a le cadre qui lève la main, mais je vais prendre M. Thiat d'abord si Ouais, mais ça ne se dérange pas. ouais, moi, ma question, elle est rapide. Bonsoir à tous. Écoute, moi, j'ai pu comprendre qu'à la PRVM, la bourse est un peu bridée. C'est-à-dire que dans la journée, on peut pas, enfin, une valeur ne peut pas augmenter au-delà de, je sais plus si c'est 7,5. Et puis, ou alors ça peut pas baisser jusqu'à moins 8. Voilà, c'est pareil. Or, la semaine dernière, j'ai vu des plus 12, je crois, Ecobank Côte d'Ivoire, cet moment faisait plus 12. Et puis, dans la journée, en fin de journée, on était revenu à la fourchette que j'ai indiquée tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si c'est normal que parfois, dans la journée, on explose on va dire, ce périmètre ce périmètre-là, qu'on excède, qu'on descend en dessous, ou bien qu'on trouve, si on a trop fait, c'est 7,5, et si on a trop baissé, c'est moins 7,5. Ok. Donc, effectivement, oui, il y a des occasions qui vont faire que on va exploser ces périmètres-là. Donc, par exemple, ces détachements de dividendes, on peut descendre en dessous de moins 7,5%, ou bien fractionnement aussi. Mais le cas en l'occurrence dont vous parlez, EcoBank, je ne sais pas s'il y a eu un truc qui justifie que dans la semaine, qu'on ait fait plus 12% pendant la journée, je ne sais pas. Cela dit, dans le groupe, on a observé ensemble qu'il y avait des anomalies comme ça, d'accord, sur, comment dire, les règles de cotation que la BRVM fait elle-même fixer. Donc, sur son attel, par exemple, on a pu observer que la limite supérieure de plus 7,5% le jour du détachement des dividendes, que cette limite avait été violée, d'accord. Donc, quand il y a détachement de dividendes, même si la limite doit être violée, c'est vers le bas. Donc, on aura moins 7,5%, mais pas vers le haut. Donc, par contre, c'est exactement ce qu'on a constaté. Donc, il y a quand même ce genre d'anomalies là qui se passe de temps en temps, d'accord? Donc, je crois que c'est ce qui explique ce dont vous parlez là. D'accord. Ok. Michel Kad, allez-y. Merci. Ok, merci beaucoup. C'était juste un follow-up par rapport à la question de l'intervenant précédent. En ce qui concerne les charges, si vous faites un virement d'un compte à un compte ou un dépôt sur un compte, je pense qu'il n'y a pas de frais additionnels. Mais il y a d'autres SPI qui offrent, par exemple, la possibilité de comment dire, de créditer son compte par Momo ou bien par Wave au Sénégal. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Oui, je viens de retirer la personne pour peut-être de la place. Vas-y. Pour certaines SGI qui offrent la possibilité de recharger par Wave ou bien par Momo ou bien même par carte Visa, il y a des frais qui s'ajoutent. Par exemple, si vous voulez recharger, j'ai fait l'expérience avec une SGI du Sénégal, ça s'appelle FGI. Si vous voulez recharger, je veux dire, n'importe quoi, 50 000, ce n'est pas 50 000 qui vont être défalqués de votre compte Momo. Il va y avoir des frais additionnels. Je ne sais pas combien, mais je n'ai pas gardé. Mais il y a quand même de petits frais qui s'ajoutent. Mais si c'est juste un virement bancaire, bon, je pense qu'il n'y a pas. C'est juste l'apport que je voulais faire. Ok, super. Donc, ça, de pouvoir créditer son compte depuis son compte MyMoney, c'est quand même nouveau encore. C'est pas du tout encore répandu. On espère que ce soit le cas dans la plupart des SGI. Croise les doigts. Et donc, monsieur Bagou, allez-y. Allô, bonsoir, coach. Bonsoir. La soirée, j'espère que ça va. Super. Moi, je voudrais poser une question à
la suite de celui qui a posé par rapport à la détermination des valeurs. C'est vrai que vous avez répondu, vous avez dit que ceux qui sont qui sont dans le groupe privé, bien qui ont payé la formation, il y a il y a des modules concernant ce volet-là. Je ne sais pas. Dans les vidéos que je suis, c'est vrai que je commence à bien comprendre la chose. Les vidéos que je suis, je vois que pour la détermination de la valeur intrinsèque, elle est déterminée en tenant compte de la classification des critères. Voilà. Mais maintenant, je voudrais me renseigner, voir est-ce que les vidéos que vous avez faites là, en tenant compte de cette classification, en fonction de chaque classification, vous avez produit des vidéos pour permettre aux gens de pouvoir déterminer la valeur intrinsèque. Parce que c'est vraiment une chose qui est vraiment difficile à déterminer. Merci. Ok, donc oui, effectivement, donc avant de valoriser une action, il faut pouvoir déterminer à quelle catégorie ça appartient. Et donc, il y a ces catégories en tout. J'ai fait des vidéos pour chaque catégorie. D'accord? Et donc, pour chaque catégorie, vous n'évaluez pas chaque catégorie, enfin, une action de un phase grower de la même manière que vous évaluez un cycle école, par exemple. Ça ne fait aucun sens. Donc, chaque catégorie a ses méthodes de valorisation. Ce n'est pas qu'une seule méthode. Si vous faites des recherches sur Internet, vous allez en trouver plusieurs. D'accord? C'est à vous de vous dire, bon, avec quelle méthode je suis le plus confortable, quelle méthode fait sens. D'accord? Vous allez des choses et vous pourrez déjà exercer votre esprit critique et dire, ça ne fait pas trop sens d'évaluer tel type d'entreprise de telle manière. D'accord? Et donc oui, donc la valorisation, c'est vraiment par classification et dans la formation, vous avez une valorisation pour chaque type d'action. Est-ce que je peux poursuivre? Oui, allez-y. Allô? Ouais. Mais concernant la classification, est-ce que on sait que sur la DSN, il y a autour de 46 entreprises, voire 47. Et maintenant, est-ce que il y a une partie du cours qui permet de classifier, qui a permis de classifier les entreprises en tenant compte de la classification de critères, des choses en tenant compte de, comment je vais dire ça, du dynamisme de l'entreprise, que ça peut passer d'une classe à l'autre. Ok. Et donc, ça, c'est une question qui revient relativement souvent. Donc, effectivement, et vous l'aurez présenté, c'est possible qu'une action migre de catégorie. Donc, qu'un fast grower devienne un slow grower, par exemple. Ça arrive même très souvent. D'accord? Donc, ce n'est pas très pertinent de faire une classification de toutes les entreprises sur la BFDM et de dire, voilà, Coris Bank, c'est un fast grower. Et donc, je suppose que ça va rester un fast grower à vie. Donc, non. Le plus pertinent ici, c'est de vous apprendre comment classifier une entreprise. Et donc, quand vous saurez faire ça, vous-même, vous pourrez dire aisément, bon, ok, telle action que j'avais classifiée de telle manière, fast grower par exemple, maintenant ça a changé de camp, ce n'est plus tellement un fast grower, maintenant c'est plutôt un slow grower, et ainsi de suite. Donc oui, et tout ça encore une fois, c'est expliqué dans la formation, comment on fait cette classification. Ok, merci. Je vous en prie. Oui, monsieur Nestor. Ok. Ma préoccupation, c'est comment faire pour... Parce qu'on vous entend, il y a un petit cercle restreint pour suivre les formations. Alors, comment faire pour y adhérer, pour pouvoir avoir tous ces outils-là, pour pouvoir mieux pratiquer l'activité? Ah, la formation, elle est payante en réalité. Donc, tout ce que vous avez à faire pour avoir accès à la formation, c'est de m'écrire en inbox et que vous êtes intéressé. Je vais vous envoyer un lien de paiement et dès le paiement, vous aurez les credentials pour accéder à la formation. C'est hébergé sur Google Classroom, c'est assez intuitif. Donc, vous n'aurez pas du mal à progresser. Et la formation, elle coûte combien? 35 000.
Actuellement, en fin d'année, je compte faire une légère augmentation. Ok. Monsieur Benjamin, est-ce qu'il y a une offre particulière pour nous qui suivons cette classe-là aujourd'hui, cette réunion-là aujourd'hui? Alors, ce que j'avais l'habitude de faire, c'était de mettre un code promo dans le chat et ceux qui avaient suivi le webinaire jusqu'à la fin bénéficiaient de cette promotion-là. Ils m'envoyaient le code en inbox et donc je leur faisais une réduction de 20%. Je n'avais pas prévu de faire ça aujourd'hui, mais comme vous le demandez, je vais mettre un code promo. Et donc, à la fin, d'accord, si vous restez jusqu'à la fin, vous pourrez m'envoyer le code promo en inbox pour avoir la réduction. Ok, là c'est super ça. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie.